Deuxième fois de son histoire, après 1988, il y a eu ce coup d'envoi manqué de 2015 que le pays a refusé d'organiser la CAN à cause justement du virus Ebola. Mais cette année, tout le monde est prêt et le Maroc aussi est également prêt. Quant aux aigles du Mali, ils sont là, très bien, mis en place. Ils sont dans leur tête, ils sont bien aussi. Ce matin, il y a eu la conférence de presse d'avant-match et c'était le sélectionneur Tom Sempit et le capitaine de demain à Loudjeng, puisque vous le savez déjà, ce n'est pas un secret polichinelle. Le capitaine numéro 1, Yves Bissouma, ne sera pas de la partie demain. Il y a aussi l'absence de Amari Traoré. Il y aura l'absence de Sikou Niakate. C'est vrai que c'est 3 joueurs majeurs, mais pour le reste, le sélectionneur Tom Sempit a annoncé, il a pris 28 joueurs. Il fait confiance aux 28 joueurs. C'est vrai, Yves, Amari et Sikou ne seront pas là, mais ça n'empêchera pas la bonne marche de l'équipe malienne. Elle est là, prête à affronter la Zambie demain, Famourou Djourté. Ousmane, quelles sont les chances des Aigles du Mali dans cette édition? Comme toutes les autres nations de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles du Mali ont leurs chances intactes. On a jeté une nouvelle fois les pièces en l'air. Difficile de parier sur le nom du prochain vainqueur justement de cette Coupe d'Afrique des Nations au soir de la finale. Mais les Aigles sont là avec leur ambition. Ils nous l'ont confié ce matin à travers le capitaine Aloudjeng qui a dit ils ont beaucoup appris. Lui va jouer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, l'élimination en quart de finale est restée dans la tête de beaucoup de Maliens, mais ils ont dit ils n'ont pas de limite et seul Dieu peut les arrêter, entre guillemets. C'est ce qu'a annoncé Aloudjeng. Ils se fixent pas d'objectif, ils se fixent pas de limite et pour eux, ils sont là pour rester jusqu'au soir du 18 janvier, soir de la finale. On l'espère. Hormis le Mali, Ousmane, considéré comme outsider, quelles sont les autres forces en présence pour cette CAN marocaine? Parmi les forces en présence, on va bien sûr évoquer le Maroc. C'est vrai que le Maroc abrite la compétition, mais ce que beaucoup de gens oublient souvent, c'est que le Maroc est confronté à une pression, la pression et l'attente populaire depuis 1976. Le Maroc n'a pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations. Et cette victoire marocaine, ça s'est dessiné sur le nombre de corners. Le Maroc a encore abrité la CAN en 88. Il a été éliminé en demi-finale par le Cameroun 1-0, un but de Cyril Makanaki. Et encore, 2015, je l'ai évoqué, ça a été un départ raté. Ils sont là, les gens parlent du Maroc. C'est vrai qu'ils ont une très bonne équipe, mais les autres équipes aussi, à l'image du Sénégal, qui avance masqué, tout comme la Côte d'Ivoire qui a envie de démontrer que sa victoire à domicile n'était pas une victoire volée comme beaucoup l'ont estimé. Il y a aussi le Nigeria qui fait son trou, mais l'Égypte peut être encore présente puisque l'Égypte a une histoire avec la CAN. Les Égyptiens, c'est les plus titrés de la Coupe d'Afrique des Nations avec 7 trophées. Il y a aussi quelques outsiders comme la RDC et bien sûr les DCGT et tout le monde peut gagner cette Coupe d'Afrique des Nations Famourou Djourté. Ousmane, un mot sur la cérémonie d'ouverture ce soir et le match inaugural. Brahma Traoré l'a annoncé, le Maroc se mettra aux couleurs de l'Afrique. C'est vrai que c'est une cérémonie qui sera très riche, son et lumière. Le Maroc veut montrer, à travers cette Coupe d'Afrique de 2025, que le pays est prêt pour organiser la prochaine Coupe du Monde 2030. Ce sera avec le Portugal et l'Espagne. Mais d'ici là, le Maroc veut mettre les petits plats dans les grands. Ce sera une cérémonie à l'image de 24 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'Afrique multicolore, ce sera l'Afrique partout pour dire que le continent est un et unique. Merci beaucoup Ousmane Daou. Je rappelle que vous êtes là-bas avec Isaac Tchenou, Oumar Traoré et Tayab Adjaouyakoya. Oui, Famourou Djourté à Casa toujours. L'atmosphère, l'ambiance, est palpable. La parure des rues, voilà, tout est fin prêt sur place pour cette compétition. Oui, pour cette fête continentale, le Mali est concerné. Les Aigles du Mali sont basés à Casablanca, une ville riche en termes de loisirs. Isaac Tchenou, Ousmane Daou et Oumar Traoré nous en parlent. Casablanca, ville parmi les plus attractives du continent, est connue comme poumon économique du Maroc. Et réputée pour son côté festif, Casa est déjà prête pour accueillir une partie de cette grande messe du football africain. Les rues parées aux couleurs africaines et la population semble prête à entamer sa fête. Habitation et autres, tout se passe normalement. Quant aux Aigles du Mali, loin d'être dépaysés pour avoir joué plusieurs rencontres sur le sol marocain. Ici à Casablanca, la sérénité règne dans le nid des Aigles. L'ambiance rassure et la fédération, elle, espère avec cette équipe
faire une très bonne CAN. Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football. Le mot d'ordre, c'est l'union sacrée pour cette CAN. Ce n'est pas l'union sacrée autour des aigles, mais c'est l'union sacrée pour la CAN. Parce que l'union doit être également au niveau des aigles. Il y a eu des petits moments de discorde qui avaient intervenu après la CAN à Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous là derrière nous. Aujourd'hui, nous avons les moyens de remporter cette coupe. Qu'on soit favori ou pas, je pense que c'est sur le terrain que le favori va se déterminer. Le terrain du Raja de Casablanca est retenu comme stade d'entraînement pour l'équipe malienne. En attendant leur entrée en lice, les Aigles du Mali sont navigués d'armes à l'hôtel Barcelo Anfa Casablanca. À la 35e Coupe d'Afrique des Nations, Isaac Chino Ousmandao, Marc Kounda Traoré pour l'ORTM. Oui, Famour Djourté, nous restons à Casa où le ministre en charge des sports a rencontré hier les Maliens vivant dans cette partie du Maroc. Oui, il s'agissait pour le ministre de les encourager à donner de la voix aux aigles du Mali. Le compte rendu toujours avec nos envoyés spéciaux Isaac Tienou, Ousmane Dao et Oumar Katraoui. Les Maliens restent mobilisés où qu'ils soient pour soutenir les aigles du Mali à cette CAN Maroc 2025. Ce samedi, le ministre en charge des sports, après la remise du drapeau à l'équipe nationale, a tenu à rencontrer les Maliens de Casa pour renforcer la mobilisation. Le ministre Fomba a laissé entendre que la seule détermination des joueurs ne suffit pas sur le terrain. Pour cela, il faut que les Maliens soient debout comme un seul homme derrière l'équipe. Et c'est une rencontre pour rencontrer les Maliens, non seulement vivants ici, mais ceux qui sont venus également du Mali pour supporter nos aigles. Nous allons commencer la CAN Maroc 2025. C'est une très belle occasion aujourd'hui de pouvoir accompagner nos aigles. Ils ont reçu le drapeau au nom du président de la transition. Ils savent qu'ils sont aujourd'hui en mission. Vous le savez très bien que sur le terrain, il ne suffit pas seulement d'être un bon technicien. Et même si le Fada Aïdi n'est toujours pas accessible à tous, la mobilisation est totale ici à Casa pour pousser les aigles à la victoire. Au Maroc, Isaac Chirou, Ousmane Dao, Marc Traoré pour l'ORTM. Voilà, retenez que la 35e édition de la CAN démarre ce soir à 19h temps universel avec le match inaugural qui va opposer le pays hôte, le Maroc, aux Comores. Et demain, les aigles du Mali entrent en lice face à la Zambie. Ce sera à 14h GMT. Oui, Famour Djourté du Maroc, nous revenons ici au Mali pour parler de quelques nouvelles sportives au plan local. Oui, Ligue 1 professionnelle du Mali, toujours en football. La 5e journée prend fin ce dimanche avec 3 matchs, dont 2 à 16h. Au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouba affronte le stade malien de Bamako. Au stade Wenzin Koulibaly, le Djoloubassi reçoit 11 créateurs. Le dernier match met aux prises à 18h au stade Wenzin Koulibaly, Derby Academy et Binga FC. Hier samedi, l'AS Real de Bamako a dominé l'USFAS par 2-0 dans le duel au sommet de cette journée. Les Scorpions sont désormais seuls en tête du classement avec 13 points. L'association sportive de Korofina ASCO s'est imposée 2-0 face au FC Malikoura. Le FC Djara a pris le meilleur sur l'AS Bakarijan de Baraouli par 1-0. La 5e journée avait démarré vendredi avec la défaite 3-0 de l'US Bougouni devant Afrifootball Elite AFE. Merci Famour Djourté pour cette page sportive bien fournie. Koulouba ouvre ses portes au ministre de l'AES en charge des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité pour une session confédérale. Sur la table, l'évaluation de l'an 1 de la Confédération, les projets de protocole devant régir chacun des 3 pays, mais aussi les acquis ainsi que les perspectives. C'est le chef de l'État, non moins président de la Confédération des États du Sahel, qui a ouvert les travaux. Pour le général d'armée Assimi Goïta, l'AES commence à s'imposer sur la scène africaine et internationale malgré les critiques. Je vous propose de l'écouter au micro de Yaya Konaté. La présente rencontre intervient à un moment crucial où la complexité des défis à l'échelle mondiale exige de nous une collaboration pragmatique et renforcée, une vision claire et une action déterminée. Nos 3 États, confrontés à des défis similaires, tant sur les plans sociopolitiques et économiques, ont fait le choix souverain de mutualiser leurs efforts, l'objectif étant d'apporter une réponse globale et coordonnée aux grands enjeux nationaux et transnationaux afin de bâtir un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement de ces populations. Le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, a formalisé le cadre de cette nouvelle alliance en définissant les fondements et objectifs à réaliser en matière de défense et de sécurité, de diplomatie et de développement. Ainsi, les dispositions de l'article 12 du traité consacrent les sessions confédérales du Conseil des ministres comme l'une
des 3 instances de l'architecture confédérale, en plus du collège des chefs d'État et des sessions confédérales des parlements. La session qui s'ouvre revêt à ce titre une importance particulière. Elle est à la fois inaugurale et préparatoire à la tenue de la 2e session du collège des chefs d'État de la Confédération, prévue ici même à Bamako le 22-23 décembre. Depuis sa création, la Confédération AES suscite un grand espoir auprès de nos populations. Cet espoir est l'émanation de nos idéaux d'émancipation, de liberté et d'indépendance véritable en comptant sur nos propres ressources et le génie de nos populations. En dépit des critiques et conclusions hâtives de ceux qui perçoivent le Sahel comme un espace de misère et d'instabilité, notre confédération, de par ses énormes potentialités, commence à s'imposer sur la scène africaine et internationale. Le terrorisme économique soutenu et le terrorisme médiatique auquel nous faisons l'objet depuis un certain temps visent à affaiblir le soutien dont la Confédération dispose auprès de ses peuples. Ces actes de sabotage ne sont pas simplement le fait des terroristes, mais également une confrontation pour un positionnement géopolitique visant à sauvegarder des intérêts politiques et économiques dans le Sahel. Ce constat nous impose donc de redoubler d'efforts et de vigilance. En outre, nos choix politiques et nos nombreuses actions pour faire face aux défis sécuritaires et de développement doivent être amplifiés afin de rendre notre espace plus sécurisé, intégré et prospère. C'était à l'instant le président de la transition qui s'exprimait hier à l'ouverture de la session du Conseil des ministres de l'AES, une session qui prépare celle du collège des chefs d'État de la Confédération qui débute demain à Bamako avec l'arrivée des dirigeants du Faso et du Niger. Pour leur réserver un accueil chaleureux, les familles fondatrices de Bamako sonnent la mobilisation. Par la voix de leur porte-parole Bourama Soumano, elles invitent la population à sortir massivement pour donner un cachet particulier à l'événement. Ils s'expriment au micro de Youssouf Diakité. Le patriarche Nyari et les familles Touré-Dravé lancent un appel à l'ensemble de la population de Bamako et environ, surtout la jeunesse malienne, puisqu'étant donné que Bamako, en particulier le Mali dans l'ensemble, est un pays d'hospitalité légendaire. Et Bamako abritera le sommet de l'AES qui reçoit des grands amis, frères et présidents du Niger et du Burkina. Donc, il demande à tout le monde de s'impliquer afin de leur rendre le séjour plus acceptable, comme on le connaît des Maliens. Et surtout, il demande à chacun de nous de leur réserver un accueil très chaleureux, en leur montrant qu'on occupe un espace, un peuple et un destin commun. Il leur souhaite la bienvenue et un très bon sommet au chef d'État de l'AES. Oui, les chefs d'État de l'AES qui auront un agenda très chargé avec d'abord l'inauguration de la nouvelle télévision AES et la nouvelle banque confédérale pour l'investissement et le développement. Ces activités et bien d'autres doivent se dérouler dans un environnement assaini. C'est pourquoi la mairie du district, à travers la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, déploie un nombre important d'agents pour refaire la beauté de la capitale. Notre reporter Tchamogo Konaté est allé à la rencontre du premier responsable de la structure. Explication. C'est un travail de routine qui vise un seul objectif, l'embellissement de la ville de Bamako par des équipes de nettoyage déployées un peu partout, notamment au niveau des artères stratégiques. Une mission dévolue à la mairie du district à travers la DSUVA, direction des services urbains de voirie et d'assainissement. Colonel Segouba Traoré, directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. La ville de Bamako avait connu dans un passé récent un état d'insalubrité vraiment qui était inquiétant. Alors les plus hautes autorités de la transition ont pris la question d'assainissement de la ville de Bamako à bras le corps. D'énormes efforts ont été abattus afin de changer en tout cas la situation. Ce travail d'assainissement de la ville de Bamako est confié à un effectif de plus de 400 personnes réparties en différentes équipes, dont les superviseurs. S'agissant de la coordination, elle est assurée par le directeur lui-même. Colonel Segouba Traoré. Tous les matins, sur la base d'un programme hebdomadaire, de jour nous avons 14 équipes, dont 7 qui évoluent au niveau de la rive gauche et 7 au niveau de la rive droite. Également de nuit, nous avons en tout cas 6 équipes qui évoluent, dont 3 au niveau de la rive gauche et 3 au niveau de la rive droite. En plus de cela, nous avons une équipe d'urgence de jour qui sillonne tout Bamako afin d'éradiquer les différents points noirs. Tout comme de nuit, on a également une équipe de nuit qui fait le même travail. En prélude au collège des chefs d'État de l'AES, l'effectif a été revu à la hausse dans l'optique d'intensifier les travaux, comme c'est le cas sur la route menant à l'aéroport.
colonel Segouba Traoré. Habituellement, nous sommes à 400 manœuvres par jour. Alors, pour la circonstance de la tenue de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États d'Israël, nous avons renforcé nos effectifs. Nous sommes allés de 400 à 500 manœuvres. Nous avons formé 5 équipes supplémentaires. Les travaux sont à un niveau satisfaisant, mais toujours il y a des petites retouches qu'il faut le faire jusqu'à la dernière minute. Parce que Bamako, au fur et à mesure qu'on nettoie, en tout cas, une bonne partie de la population aussi continue à salir. Si l'assainissement est une action de tous les jours, un changement de comportement sera salutaire dans la gestion des déchets dans la ville des Trois Caïmans. Voilà pourquoi le directeur Traoré appelle chacun à son niveau à faire preuve de civisme. L'économie du Mali pourrait reprendre des couleurs en 2026. En tout cas, c'est ce que projette le Fonds monétaire international. Le FMI prévoit une croissance du PIB de 5,5% en 2026. Une augmentation qui s'explique en partie, selon l'institution financière, par une relance du secteur minier et de la production d'or. Le FMI mise également sur une amélioration de la situation sécuritaire et parle des reprises progressives l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour le Mali qui tombe au moment où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entame une visite de 5 jours en Casamance, dans le sud du pays, 6 mois après sa première tournée économique dans le nord. Cette visite vise à évaluer l'état d'avancement du plan Diomaye pour la Casamance, un programme d'envergure doté de plus de 53 milliards de francs CFA. L'actualité est plutôt sécuritaire en Afrique du Sud. Des hommes armés ont tué 9 personnes et blessé 10 autres près de Johannesburg. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche la police sud-africaine, la seconde tuerie ce mois-ci dans le pays. Les mobiles de ces crimes commis n'étaient pas immédiatement connus selon la même source. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, l'armée affirme que le retrait annoncé des rebelles de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira au sud Kivu n'est ni réel ni effectif. Dans un communiqué rendu public hier, les forces armées congolaises qualifient cette annonce de manœuvre médiatique destinée selon elles à tromper l'opinion nationale et internationale. L'armée précise que des combattants de l'AFC M23 sont encore visibles dans plusieurs quartiers stratégiques d'Ouvira et de ses environs où des exactions contre les civils auraient été signalées. Autre pays qui connaît une situation sécuritaire difficile, c'est le Soudan. Son premier ministre Kamil Idriss s'est envolé pour New York où il doit rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un déplacement qui intervient au moment où les négociations pour résoudre la crise sont au point mort. Les questions du cessez-le-feu ainsi que de la création d'un couloir humanitaire pour assister les Soudanais devraient être au cœur des discussions. En attendant, au Soudan du Sud voisin, la force de maintien de la paix des Nations Unies a entamé la fermeture des bases. Ce sont 4 bases de MINUS qui sont concernées par ces fermetures. En novembre dernier, les Nations Unies avaient indiqué que la fermeture de ces sites entraînerait une baisse de 25% des effectifs. Ce retrait est la conséquence d'une baisse des budgets alloués notamment par les États-Unis selon l'ONU. Créée en 2011, la force onusienne au Soudan du Sud compte 13 000 militaires et 1500 policiers. La Russie mobilise ses partenaires africains pour une conférence ministérielle au Caire en Égypte. Une centaine de délégations a participé hier à cette conférence. L'objectif affiché par Moscou était de réfléchir au moyen de renforcer ses relations économiques et commerciales avec le continent africain. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Brahma Traoré. Vous suivez ces dossiers pour Mali Actualité. Quel bilan peut-on tirer de cette rencontre entre la Russie et l'Afrique? Au centre des échanges en Égypte, l'exigence des résultats concrets a dominé l'ensemble des débats. Face aux attentes de plus en plus pressantes des délégations africaines qui souhaitent des projets palpables, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est pourtant resté relativement vague dans ses annonces. Notre attention s'est portée sur la coopération commerciale, énergétique et l'investissement. Nous avons convenu d'accélérer cette dynamique avec notre soutien, s'est-il déclaré lors de son allocution. 7 ans après le sommet fondateur de Sochi en 2019, l'heure est désormais au premier bilan. Pour certains diplomates, à l'instar du ministre rwandais des Affaires étrangères, la patience est encore de mise afin de laisser à ces partenariats stratégiques le temps de se structurer durablement. Pour d'autres, en revanche, l'urgence économique ne peut plus attendre. Les représentants africains ont donc profité de cette tribune pour fixer clairement leurs conditions. Ils ne souhaitent plus se limiter à de simples exportations de matières premières envers la Russie, mais exigent une réelle création de valeur ajoutée directement sur le continent. Cette attente est particulièrement forte dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'énergie. Le chemin reste donc Brahma Traoré long et semé de défis jusqu'au sommet des chefs d'État prévu en 2026
qui devra transformer ses promesses en actes. Merci Mohamed Sangaré pour cet éclairage. Les États-Unis ont saisi hier un agent pétrolier au large du Venezuela au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Caracas, de son côté, dénonce un vol et un acte de piraterie navale. L'administration Trump utilise des accusations fallacieuses de trafic de drogue pour chercher à renverser les dirigeants vénézuéliens et prendre le contrôle des importantes ressources pétrolières du pays, selon Caracas. Plus rien ne semble calmer les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge. Les deux pays s'affrontent depuis quelques jours. Un conflit qui a provoqué le déplacement de milliers de Cambodgiens et Thaïlandais. Bonjour Lassana Keita. Bonjour Brahma Traoré. On assiste à une intensification de l'escalade entre le Cambodge et la Thaïlande, n'est-ce pas? L'escalade de la violence s'intensifie entre le Cambodge et la Thaïlande à travers des tirs à l'arme lourde, l'artillerie, des roquettes appuyées par des bombardements aériens menés par des avions de combat F-16 thaïlandais, a déclaré une source au ministère de l'Intérieur du Cambodge dans un communiqué. Ces manœuvres militaires ont provoqué le déplacement de plus de 900 000 personnes, dont plus de 500 000 côté cambodgien et près de 400 000 recensés en Thaïlande. Depuis la reprise des combats le 12 décembre dernier, les affrontements ont fait au moins 41 morts, 22 côté thaïlandais et 19 côté cambodgien selon les bilans officiels respectifs. Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est se disputent de longue date des morceaux de territoire le long de leurs frontières tracées à l'époque coloniale. En juillet, un précédent épisode de violence avait fait 43 morts en 5 jours. Brahma Traoré, le président américain Donald Trump, avait assuré avoir résolu le conflit après avoir présidé à la signature d'un accord de cessez-le-feu, mais suspendu peu après par Bangkok, Washington, Pékin, l'Union européenne, les Nations unies et la présidence malaisienne de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est ont tous appelé à une cessation des hostilités. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a dit espérer que la Thaïlande et le Cambodge rétabliront la trêve d'ici à lundi ou mardi, au moment où les efforts diplomatiques s'accentuent pour mettre un terme au conflit. Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, dont ceux de la Thaïlande et du Cambodge, doivent se réunir lundi à Kuala Lumpur pour une réunion spéciale destinée à discuter du conflit. La Chine aussi a dépêché la semaine dernière son envoyé spécial pour les affaires asiatiques au Cambodge et en Thaïlande dans un effort de médiation. Merci Lassana Keita pour ces précisions. Retour à l'actualité nationale dans une poignée de secondes. Direction Tombouctou, se poursuit la biennale artistique et culturelle. Après la cérémonie d'ouverture jeudi, les compétitions ont débuté entre les différentes troupes. 3 régions étaient à l'honneur, Badiangara, Ségou et Bamako, à travers des disciplines telles que le solo de chant, la pièce de théâtre ou encore la musique d'orchestre. Chacune a étalé son savoir-faire devant un jury très attentif et un public acquis à la cause. Le tout sous les vigilants de notre correspondant sur place, Salimou Konaté. C'est parti pour la phase des compétitions entre les 19 régions et les districts de Bamako. Durant 10 jours, les différentes troupes seront au rendez-vous sur les 5 disciplines, à savoir le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, l'ensemble instrumental et la danse traditionnelle. Pour le coup d'envoi, 3 régions sont en lice, Banyangara, Ségou et Bamako. Pour ce premier passage, l'honneur revient à la troupe de Banyangara. Suleiman Issa Koulibaly, directeur de la troupe de Banyangara. Dans un premier temps, nous avons eu droit à l'orchestre qui portait sur 2 titres, l'AES et l'unité ou l'union entre tous les pays, en tout cas de l'AES, de façon générale. Et dans un second temps, nous avons eu droit à la pièce de théâtre qui porte également sur l'AES avec différentes scènes pour nous parler un peu des attaques terroristes. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Banyangara. Je voudrais, au nom des braves et laborieuses populations de la région de Banyangara, remercier les plus hautes autorités qui ont voulu bien clôturer l'année culturelle en apothéose, en organisant la biennale artistique et culturelle à Tombouctou. La troupe de la cité des Balanzans, deuxième à se produire, a mis l'accent sur la paix, l'éducation et le respect des personnes aînées. Mamadou Tolo,
responsable de la troupe de Ségou. On a présenté 5 numéros. Le solo de chant, c'était sur la paix. La pièce de théâtre qui a pour titre une jeunesse en perte de repère. La danse traditionnelle, le peul. Ça, c'est un tessé. Donc, c'est une danse peul en milieu bamana. Mais les gens pensent qu'on dit Ségou, pourquoi une danse peul? À Ségou, chaque village bambara a son village peul. Chaque village peul a son village bambara. Suleiman Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Et moi, je pense que la région, la cité des Balanzans, peut légitimement être fière de ces ambassadeurs culturels que vous voyez. Nous restons mobilisés pleinement pour la suite de la biennale et confiants quant à l'avenir de notre culture. La troupe du district de Bamako, favori comme d'habitude, a présenté une pièce intitulée Les Soleils du Sahel et chanté le Malikoura en orchestre. Dr Oumar Kone, directeur de la troupe du district de Bamako. On a 5 disciplines. L'orchestre qui vient de jouer 2 morceaux phares, le Malikoura et la paix. Ensuite, on a la pièce de théâtre dont le titre est Sous le soleil du Sahel. Ensuite, l'ensemble instrumental dont le titre est Maraka Sekiso. Le solo de chant, Damé et la danse traditionnelle, le Tcheblinche. Moussa Dambélé, représentant du gouverneur du district de Bamako. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes là, nous sommes très ravis et nous voulons mettre le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir être parmi les meilleurs. Durant 10 jours, les différentes troupes vont montrer leur savoir-faire autour du thème La culture, pliée pour bâtir le Mali nouveau ou la culture socle pour l'ancrage de la 4e République. Tombouctou, Saloum Konaté, Mahmoud Askofare pour l'ORTM. Focus Santé. Le Mali observe depuis quelques jours une baisse des températures. Cette période de fraîcheur n'est pas sans conséquences sur la santé. C'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent en ce moment du rhume, de la toux et plusieurs autres maladies respiratoires. Pour se protéger contre ces infections, il faut porter des habits adaptés et tenir compte de certains conseils pratiques des médecins que nous détaille Comba Cissé dans Focus Santé. Je souffre du rhume et de la toux. Je n'arrive pas à manger. Avec l'installation de la fraîcheur, la petite Maïga est loin d'être la seule victime du rhume et de la toux. Cette saison est marquée par la forte recrudescence de diverses infections respiratoires. Professeur Djankina Soumaré, pneumologue au CHU du Point G. Parmi ces pathologies respiratoires qui sont provoquées par le froid, il y a les cas de bronchite, les cas de BPCO, ce qu'on appelle le bronchopneumopathie chronique obstructive, et surtout les maladies asthmatiques. Et même les cas de pneumonie. Peut quitter, c'est-à-dire le parenchyme pulmonaire, et aller vers la cavité pleurale et provoquer ce qu'on appelle une pleurésie. Et surtout une pleurésie purulente, qui est encore grave, où ça va nécessiter même une chirurgie. En dehors de tout ceci, il y a des gens qui ont fumé ou qui sont atteints d'une maladie qu'on appelle BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et c'est des dilatations de bronches qui peuvent se greffer sur ces pathologies déjà chroniques, où ça peut être compliqué ou faire appel à la chirurgie. Le froid favorise et aggrave des pathologies respiratoires, surtout s'il est accompagné de l'air sec. Parce que l'air sec irrite et inflamme la muqueuse, c'est-à-dire respiratoire, que ce soit au niveau des fosses nasales, que ce soit au niveau des bronches. Cet air, c'est un facteur qui favorise l'irritation et l'inflammation de la muqueuse. Et quand il y a l'irritation et l'inflammation au niveau de la muqueuse bronchique crée ce qu'on appelle une bronchoconstriction. Et ce bronchospasme va diminuer la lumière bronchique et la personne va commencer à tousser et avoir des difficultés respiratoires. Et que ce soit au niveau des fosses nasales, ça peut entraîner ce qu'on appelle le rhume. Et c'est les asthmatiques, ça aggrave. On voit cette période-là, c'est les asthmatiques. Et la plupart des asthmatiques qui nous viennent, ils viennent dans un tableau de crise, dont la gestion se fait en réanimation. La mortalité est un peu élevée. On peut assister aussi à des cas de pneumonie grave. Le docteur nous prodigue quelques conseils pour prévenir les maladies respiratoires pendant cette période de fraîcheur. Professeur Djankina Soumaré. Il faut se couvrir contre le froid et éviter, c'est-à-dire l'air sec. Et surtout les enfants et puis les personnes âgées. Il faut aérer souvent les chambres, les salons, mais l'air qui est dans la chambre, il faut que l'air soit échangé. Éviter l'exercice physique aussi, intense,
au cours du froid. Donc si on veut faire l'exercice physique à cette période, il faut faire dans un environnement fermé. On voit de plus en plus les gens mettre du bout, c'est-à-dire les narines avec des beurres d'écarté. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Donc au niveau des narines, il y a des cils. C'est pour lutter contre une infection probable qui vienne. Mais quand vous mettez les beurres d'écarté, vous fragilisez ces cils. Il y a des produits qui sont disponibles dans les officines, tels que l'huile gomelélé, où on peut mettre quelques gouttes dans les narines pour humidifier les narines. La combinaison de la fraîcheur et de la poussière irrite particulièrement les bronches. Les personnes à risque sont les enfants de 0 à 5 ans, les personnes âgées, celles qui souffrent d'asthme et des effets de la cigarette. La vaccination contre la pneumonie et la grippe est disponible. Cette page santé met un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, Abdoulaye Aziz Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Merci à Lansina Keita qui m'a aidé à la préparer. Lansina Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.